Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette 10e séance sur le cours Windows qui va s'établir un petit peu en deux parties. On aura une première partie sur la navigation internet, c'est-à-dire l'usage même pour les gens qui veulent se familiariser avec leur système d'exploitation, et une deuxième partie un petit peu plus technique où je vous expliquerai quelques petites choses concernant internet, le web, etc. pour ceux évidemment que ça intéresse, ceux qui sont curieux parmi vous. On va passer directement sur la bonne scène, voilà. Première chose à faire, parce que vous n'avez peut-être pas votre Windows 10 à jour avec les dernières mises à jour, fonctionnalités, etc. Nous allons déjà commencer par installer le navigateur qui sera finalement le navigateur futur présent par défaut sur le système Windows 10. Vous avez très certainement connu pour la plupart le fameux, l'éternel Internet Explorer qui a été petit à petit remplacé par le navigateur Edge, navigateur qui est ici. Mais la version Microsoft Edge, donc ça c'est la version standard, est petit à petit également remplacée par une version Edge Chromium. Alors pour ceux qui ne savent pas, très rapidement, Chromium c'est simplement un projet open source qui permet de disposer, sur lequel par exemple est basé le navigateur Google Chrome, donc ça ne veut pas dire que c'est du Google, c'est un autre navigateur, et qui possède à la fois un moteur pour les pages web et un moteur pour tout ce qui est animation, etc., qui est un petit peu plus, on va dire, performant, et le but à la longue évidemment c'est d'unifier les différents navigateurs pour que chaque navigateur utilise derrière le même moteur, c'est à dire que vous aurez le même rendu des sites web peu importe le navigateur utilisé. Donc voilà, Microsoft vient de passer tout simplement à Chromium au niveau de son navigateur Edge pour pouvoir s'unifier avec d'autres comme Google Chrome, comme d'autres navigateurs comme ça. On va télécharger directement ce dernier. Donc vous passez par le navigateur qui est évidemment présent sur votre système, donc là vous aurez certainement Microsoft Edge si vous avez installé votre système. Si vous voyez que c'est marqué déjà Edge Chromium, vous n'avez pas besoin évidemment de procéder d'installation, c'est que vous l'avez déjà, donc pas de problème. Et là vous cherchez simplement sur n'importe quel moteur de recherche si vous savez le faire, Edge Chromium, tout simplement. Voilà, donc c'est exactement le même, encore une fois ce navigateur là sur lequel nous sommes, mais basé sur Chromium. Donc vous verrez que vous aurez quelque chose de bien meilleur, il consomme beaucoup moins, il est plus performant, encore une fois c'est unifié par rapport aux autres navigateurs qui sont basés sur les moteurs qu'utilise Chromium, c'est quand même beaucoup plus pratique. On va aller faire ça, obtenir un nouveau Microsoft Edge. Ça ne devrait pas de toute façon être très long, sauf si je clique pas sur le bouton comme il faut. Ça vous aurez tous le même. Alors encore une fois, évitez de conserver les anciens navigateurs, parce que de toute manière Microsoft Edge Chromium ici remplacera n'importe quel autre navigateur présent sur Windows 10. C'est pour ça qu'au niveau du cours ici, je vous fais installer ce dernier, puisque vous serez à terme sur ce navigateur dans tous les cas, que vous le vouliez ou non. Donc si vous voulez rester, vous avez l'intention d'utiliser Windows 10, vous devrez installer ce dernier. Évidemment, je ne l'ai pas lu parce que je l'avais déjà fait, mais c'est quelque chose que je rappelle à chaque fois. Quand vous avez des CGU, des contrats, etc., des ELA ou ce genre de choses, lisez-les. Je sais qu'on ne le dit jamais assez, mais bon, les gens disent oui, mais ils ne le font pas. Et après, quand ils découvrent certaines choses, ils sont un petit peu, surpris. Alors que finalement, tout était indiqué noir sur blanc. Donc c'est important, c'est comme les contrats bancaires, etc. Il faut lire, on lit avant de signer quand même, c'est important. Ok. Une fois que ça c'est bon, je pense qu'il l'a récupéré, de toute façon, ouais, ça va être bon. On va tout fermer, hop, hop, hop. Donc il va venir remplacer ce Microsoft Edge, tout simplement. Il va venir le remplacer. Parce que je vous dis à la base, c'est ce qui sera installé sur le système. Donc après, tout dépend évidemment du moment où vous verrez cette vidéo. Peut-être qu'au stade où vous verrez ce cours, vous aurez une version plus récente de Windows 10 et Edge Chromium sera peut-être déjà présent par défaut. Donc vous aurez tout ce passage-là, on va dire, qui ne vous concernera pas. Donc là, on va aller très vite. Si vous n'avez jamais installé de logiciel, vous allez voir, c'est très très simple ici. Rien de compliqué. On fait l'installation par défaut. Et voilà, ça je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Encore une fois, ça s'adresse évidemment aux gens qui veulent prendre en main leur système, qui ne savent pas comment faire de la navigation sur Internet, aller sur des sites web, etc. Si vous êtes intéressé pour tout ce qui est consultation d'email, de messages électroniques, ce sera fait dans une prochaine séance, pour info. Et après pour les autres, je vous apporterai quelques petits détails techniques, parce que l'important aussi c'est de savoir un peu comment ça fonctionne tout ça. Donc normalement ça va pas être bien long. Donc les moteurs, vous verrez, sont beaucoup plus efficaces. Le moteur, en fait, c'est tout simplement ce qui va permettre le rendu, d'accord, de vos pages internet, etc., qui est de plus en plus unifié, où chaque navigateur va petit à petit passer sur le même moteur, ce qui permettra d'avoir un rendu unifié et de savoir que quand on met à jour, quand un moteur évolue et est mis à jour, et bien ce sera en fait, si vous voulez, répercuté sur l'ensemble des navigateurs web que vous utilisez.
que ce soit Edge Chromium, que ce soit Opera, que ce soit Google Chrome, peut-être dans un futur plus ou moins proche également Firefox, même si Firefox est pas mal rapproché de toute façon de ce qui se fait avec le moteur concernant Chromium. Donc vous avez des rendus similaires. Voilà, donc vous voyez généralement vous avez ce logo qui indique bien ça c'est Edge Chromium, ça c'est l'ancien Edge. Donc le but c'est que vous ayez ce navigateur là bien évidemment. Prise en main, je vais passer pour le moment, on va rien faire du tout, parce que le but c'est après de vous montrer un usage par défaut. Et on verra comment configurer, donc ça concernera surtout les gens qui veulent voir comment configurer un minimum son navigateur. C'est-à-dire que connaître un minimum quelques options à savoir, à régler, etc. Ok, je vais virer les raccourcis, parce que voilà, je vous avais expliqué que dans la mesure du possible, on les évite un maximum. Vous pouvez l'avoir bon ici, après on peut l'avoir sous forme de tuile, peu importe, si on veut l'avoir en raccourci. Ok, on va partir de là, on va donc exécuter ce nouveau navigateur. Voilà, alors évidemment vous voyez que ça ouvre sur une page, parce que bien sûr c'est Microsoft, donc Microsoft a une page d'accueil personnalisée. On verra par la suite comment la personnaliser un minimum. Première chose à faire, d'ailleurs je vois que dès que je fais un nouvel onglet de toute façon il le garde. On va passer en mode sombre, je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Alors ça c'est peut-être quelque chose qui sera appliqué par la suite, parce que logiquement comme le thème vous voyez, du système étant sombre, normalement il devrait je pense à terme appliquer également le navigateur en mode sombre automatiquement, s'il détecte que l'OS l'est aussi. Mais bon, là apparemment ce n'est pas le cas, donc c'est pas grave. On va aller ici. Vous allez cliquer sur les trois petits points ici, ça on va le faire tout de suite, parce que là, ne serait-ce que pour vous au niveau de la vidéo, de ne pas avoir d'écran comme ça. Vous allez aller dans Apparence, ici vous avez tout un volet à gauche, et là vous choisissez Thème par défaut. Ah oui d'accord, valeur par défaut du système, bon on va prendre ça. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Alors évidemment, si vous préférez le thème clair, pour des raisons personnelles ou des raisons pratiques, vous pouvez laisser le thème tel qu'il est, c'est question de goût, de préférence, vous prenez ce que vous voulez. Ok, on y va. Alors comment que ça se passe? Alors, on configurera bien sûr un petit peu tout ça par la suite, en deuxième partie de vidéo, mais on va regarder tel que c'est par défaut, puisque c'est comme ça que vous allez retrouver votre navigateur quand vous l'aurez installé, quand il sera disponible, et que ce sera la première fois en tout cas que vous apprendrez à vous en servir. Pour faire très simple, et là encore une fois je m'adresse vraiment aux débutants et ceux qui ne sont pas trop familiers avec tout ça, votre navigateur va permettre, comme il l'indique généralement, de naviguer sur Internet. Internet c'est tout simplement votre grande toile mondiale, c'est ce qu'on appelle la toile mondiale, qui va regrouper en fait une interconnexion de plusieurs machines. Alors soit des machines personnelles comme vous l'avez chez vous sur vos ordinateurs, ça peut être maintenant, surtout aujourd'hui d'ailleurs, nos smartphones, nos tablettes, vos consoles de jeux, vos télés, votre frigo ou n'importe quoi, tout ce qui peut être en fait connecté à Internet, et bien sûr les serveurs qui sont également des machines, mais on va dire des machines un petit peu particulières, qui sont configurées pour des, on va dire, circonstances et des contextes assez spécifiques de fonctionnement, qui ne sont pas forcément comme vos ordinateurs à la maison. À partir de tout ça, vous avez accès à un ensemble de choses. Donc Internet, ça va proposer tout un ensemble de services. Et le premier service, qui est un des plus, on va dire, usités, est le service web. D'accord ? Le web, c'est tout simplement la possibilité d'afficher des pages Internet. Alors vous en connaissez plein, parce que tout à l'heure, par exemple, quand on allait télécharger le navigateur Edge Chromium, on était justement sur un site web. Ok ? Si je passe par un moteur de recherche, par exemple le google.fr, je pense que beaucoup de gens parmi vous connaissent ce moteur de recherche, on ne présente plus, c'est un site web. Même si je passe par un autre moteur, DuckDuckGo.com, pareil, c'est un site web, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous utilisez certainement certains sites en ligne, Amazon, vous utilisez peut-être des sites de streaming, on en parlera, parce que ça c'est un cas un peu particulier. Vous payez vos impôts en ligne, etc. Ce sont des sites web. Vous avez remarqué que généralement nous avons cette petite barre, et là, ce que je vous dis ici fonctionnera bien évidemment sur n'importe quel navigateur Internet. Après évidemment, si vous voulez vous familiariser, que vous êtes débutant sur la prise en main de votre système, vous commencerez de préférence par, surtout sur Windows 10 en tout cas, par le navigateur présent par défaut, avant éventuellement de tester autre chose. Vous retrouvez ici une barre, ce qu'on appelle la barre d'adresse ou la barre d'URL. La barre d'URL va permettre tout simplement d'indiquer l'adresse, d'accord, ça c'est l'URL d'un site web. En termes plus techniques, généralement, on aurait quelque chose par exemple sous cette forme. Alors je mets n'importe quoi. Par exemple, on aurait quelque chose de cette forme-là, d'accord, ce qu'on appelle une adresse IP. Mais vous comprenez qu'humainement parlant, ce n'est pas forcément très facile à retenir. Si on devait retenir toutes les adresses IP de tous les sites web, on viendrait vite par s'en mêler et on viendrait vite par se tromper et ne plus tout simplement s'en souvenir. C'est beaucoup plus simple de se souvenir d'Amazon.fr, de Google.fr, de YouTube, etc. On retient beaucoup plus facilement ces choses-là. Ce sont des noms de domaine, en fait, où chaque adresse IP est associée à un nom de domaine. Et je m'arrêterai là pour les explications un peu techniques, puisqu'encore une fois, c'est quelque chose qui doit être assez simple et assez basique pour, en tout cas, une partie d'entre vous.
Donc ici, vous allez pouvoir saisir les différents sites web, tout simplement. Généralement, soit vous saisissez une adresse de site complète, comme par exemple ici google.fr, soit vous allez saisir un simple nom. Alors, je parlais d'Amazon, et vous voyez que vous allez passer par un moteur de recherche qui est le moteur de recherche Bing, puisque c'est le moteur de Microsoft. Donc c'est celui-là qui est utilisé par défaut et non pas celui de Google, celui de quelqu'un d'autre. Et vous avez comme ça les résultats de votre moteur de recherche. Donc ça, c'est très pratique. Si vous n'avez pas l'habitude avec ça, évidemment, oui, vous pouvez faire de la recherche sur Internet et c'est très important quand vous cherchez quelque chose. Encore une fois, soit vous avez l'adresse du site directement et ça va vous rediriger sur le site, soit cette barre d'URL, en fait, cette barre d'adresse va servir de champ de saisie pour votre moteur de recherche. Et on verra un petit peu par la suite dans la vidéo qu'on peut modifier le moteur de recherche utilisé par défaut. C'est quand même pas mal pratique aussi. Ok, donc ça c'est important à savoir. Vous avez également d'autres services très rapidement qui existent également sur Internet. Internet, c'est vraiment un ensemble de tout un tas de services. Le web, c'est qu'une petite partie. Vous avez par exemple le streaming. Si vous regardez par exemple des vidéos sur YouTube, sur Twitch, que vous utilisez des services comme Netflix, comme Amazon Prime Video, comme il y a Sony qui fait aussi OCS, etc. Vous êtes sur un autre type de service sur Internet. On n'est plus vraiment dans le web, là on est dans le streaming. C'est autre chose, d'accord? Le streaming ne fait pas partie du web, à proprement parler, mais le streaming et le web sont des services présents dans Internet. Internet regroupe en fait la totalité de toutes ces choses-là. D'accord? On a également, et ça on en parlera un petit peu plus après, d'autres services comme la messagerie électronique. L'envoi et la réception d'emails, d'accord, de messages électroniques, font partie également des services disponibles sur Internet. Ce n'est pas du web, mais c'est Internet. On a également la messagerie instantanée, de pouvoir parler de manière instantanée avec quelqu'un via Internet, et tout un tas d'autres choses aussi, le peer-to-peer, mais je passerai un petit peu parce qu'il y a tout un tas d'autres services et je ne vais pas tous vous les énumérer. Mais vous avez un petit peu compris le principe. Maintenant, petit point quand même très important, petite parenthèse, surtout de nos jours, tout ce qui est aspect sécurité, importance de la protection de vos données, etc. Il y a une chose que même tout débutant doit savoir au niveau de la navigation sur le web. Quand vous naviguez sur un site, généralement, il n'y a pas de problème, on va dire, si c'est juste de la navigation, par exemple, consulter de l'information, tout ça, pas de souci. Par exemple, là, je vais aller, je sais pas moi, sur DuckDuckGo, on va changer un peu. Hop, je vais faire une recherche, par exemple, sur le régime alimentaire des pandas, d'accord? Donc là, je fais une simple recherche comme ça, avec certains mots-clés, régime alimentaire, j'aurais même pu mettre juste ça, d'accord, d'ailleurs, mais bon, on va pas faire une vidéo sur l'usage sur le bon fonctionnement des moteurs de recherche. Mais en gros, voilà. On trouve comme ça, quels que soient les sites, on tombe sur le site qu'on veut. Depuis les résultats, il y a un peu de malop. Voilà, et vous allez tomber sur des articles, des choses comme ça. Vous pouvez comme ça vous documenter. Vous allez remarquer très rapidement, ici au niveau de l'adresse, un préfixe. C'est-à-dire ici que vous avez peut-être remarqué depuis le début de la vidéo, qu'il y avait pour quasiment tous les sites, quelque chose sous la forme de HTTP, voire comme ici, HTTPS. Il faut savoir qu'à l'époque, donc ça représente des protocoles, c'est simplement en fait la manière, d'accord, de fonctionnement ici du web. C'est-à-dire quand vous passez par le web, il y a des requêtes qui sont effectuées, c'est-à-dire par exemple on demande de l'information et vous voyez qu'on vous restitue de l'information qui est affichée sur votre navigateur. Je vais rester très simple, le but c'est pas de faire des vidéos techniques sur cette séance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le web, de manière générale, vous avez le protocole HTTP qui est utilisé. C'est pour ça qu'il fait partie ici du préfixe de vos sites web. D'accord? Tous les sites web peuvent commencer comme ça par HTTP. Et si le site web communique les informations de page en page de manière sécurisée, d'accord, eh bien vous aurez le protocole HTTPS. D'accord? Donc généralement, surtout de nos jours, je dirais pas que la quasi-totalité, mais de plus en plus, d'accord, de sites sont passés à HTTPS. Là où cette petite parenthèse est très importante, c'est au niveau de l'activité que vous allez avoir sur Internet ou sur le web. C'est-à-dire que si je suis juste, admettons, sur ce site-là, si j'étais tombé sur ce site et qu'il n'était qu'en HTTP, c'est-à-dire en fait où les communications ne sont pas sécurisées, en soi, ça ne poserait pas trop de problèmes. Ça veut dire qu'ici, je ne fais que consulter de l'information, je n'ai rien qui transite, d'accord, je n'ai pas renseigné des informations privées, des informations de carte bancaire, ce genre de choses, pas de problème. Maintenant, si vous passez des achats en ligne, si vous vous connectez sur un site bancaire, si vous allez consulter vos emails, si vous envoyez un formulaire de contact, si vous, je sais pas moi, vous laissez des messages sur un forum ou n'importe quoi, qui soit en fait des données sensibles, vérifiez toujours que vous êtes déjà sur un site en HTTPS. Puisque le webmaster, c'est-à-dire le créateur du site, n'aura pas forcément mis à jour ce dernier, et il y a un risque pour un site qui serait qu'en HTTP, eh bien que les données puissent être interceptées. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si un site n'est pas, en tout cas au niveau de ses communications, n'est pas sécurisé, donc n'est pas en HTTPS, ça veut dire qu'entre l'émetteur de l'information et le récepteur, par exemple, vous voulez faire un achat sur le site de la FNAC, d'accord? Vous avez validé votre article au niveau du panier, vous devez renseigner vos informations de carte bancaire,
eh bien entre le moment où vous envoyez le paiement, d'accord, et que ça arrive à la boutique, il peut y avoir quelqu'un qui intercepte l'information. Par exemple, qui intercepte vos données, vos coordonnées bancaires, avant même que la banque soit interrogée. Il y a interception d'informations, que ce soit pour les lire ou s'en servir. Donc vérifiez toujours, très important, quand vous êtes sur des, on va dire des sites sensibles, ou en tout cas sur des activités sensibles, connexion à votre site de banque, achat en ligne, ce genre de choses, de toujours être sur un site en HTTPS. De toute façon, Google notamment a pas mal forcé un peu la main en disant aux gens que si les gens ne passaient pas leur site en HTTPS, ils seraient pénalisés au niveau des résultats de leur moteur de recherche. Et comme les gens veulent être très bien positionnés sur le moteur de Google, évidemment, parce que c'est un des plus utilisés dans le monde, eh bien les gens sont petit à petit passés en HTTPS. Et vous voyez que même ce site qui a l'air d'être un blog, donc c'est-à-dire où c'est juste plus ou moins bon, a priori de la lecture, est en HTTPS. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais très important de vérifier ça. Et quand vous êtes pareil sur un site en particulier, généralement vous voyez même un certificat, c'est-à-dire que vous voyez s'afficher en vert le protocole pour vous indiquer que le site est de confiance. Par exemple, si vous faites un achat sur la FNAC, de vous assurer que vous êtes bien sur le vrai site de la FNAC et pas sur un site qui se fait passer pour le site de la FNAC, par exemple. Donc ça c'est très important, je ne suis pas là après pour faire un cours de prévention ici, c'est pas le but, mais un minimum, puisqu'on parle de navigation sur internet et qu'il y en a certainement pas mal parmi vous qui sont sur cette vidéo pour apprendre justement à se servir de le navigateur, c'est peut-être des choses que vous ne saviez pas, donc c'est toujours bien de le rappeler et de le dire. Ok, donc voilà pour les protocoles, je pense qu'au niveau information ici on va s'arrêter. Vous savez maintenant ce qu'est internet, grosso modo, vous savez ce qu'est le web, vous savez que ça fait partie, que c'est une partie d'internet mais ça ne représente pas tout internet. Donc comme ça maintenant vous savez la différence entre les deux si ce n'était pas le cas. Et vous savez que sur internet on trouve d'autres services, le streaming, la messagerie instantanée, la messagerie électronique, etc. etc. Tout un tas d'autres services. Vous savez maintenant comment faire de la recherche, je vous ai montré comment faire des recherches, comment saisir directement l'adresse d'un site. Et nous allons passer à la deuxième partie de cette séance, un peu plus technique. Si vous ne voulez pas en savoir un peu plus, comment configurer votre navigateur, vous pouvez passer à la séance prochaine, quand elle sera publiée, parce qu'elle n'est évidemment pas au moment où je fais cette vidéo. Pour les autres, si vous êtes un peu curieux et que vous voulez un petit peu personnaliser ce navigateur et savoir comment régler certains paramètres, on va aborder tout ça maintenant, notamment pour ce navigateur. Alors, évidemment, là je vous fais, sur ce cours Windows 10, je vous fais prendre en main le navigateur Edge Chromium, parce que vous verrez qu'il est très très bon, parce que je sais que souvent les navigateurs de Microsoft n'avaient pas très bonne réputation. Pour le coup, avec Edge, ils ont quand même pas mal rattrapé leur retard avec les autres. Et depuis Edge Chromium, je dirais pas qu'ils sont au niveau de Google Chrome, puisque c'est deux navigateurs différents, on ne peut pas vraiment les comparer, chacun met à jour son navigateur et le personnalise comme il le veut, mais on est tout à fait sur le même genre, c'est-à-dire qu'au niveau capacité, au niveau performance, comme ils sont basés sur le même moteur, vous aurez des bonnes performances sur Edge Chromium, comme vous aurez de bonnes performances sur Google Chrome. Après, votre choix de navigateur, pour ceux que ça intéresse, se fera déjà très souvent d'ailleurs pour les utilisateurs, pour des questions d'esthétique. Par exemple, vous allez préférer la mise en page, le thème, le design d'un certain navigateur plus qu'un autre. Donc ça, c'est vraiment des questions de préférence personnelle, ça regarde que vous. Et après, il y en a d'autres, c'est par rapport aux fonctionnalités. Lequel, par exemple, propose tel outil. Il y en a qui proposent, par exemple, de l'outil pour le téléchargement de torrents. Il y en a qui proposent, par exemple, des outils pour la lecture d'email directement. Il y en a qui proposent certains lecteurs intégrés, médias ou autres. Bref, et d'autres ne proposent pas forcément ou de manière aussi performante en tout cas. Et il y a également des gens qui vont parfois vouloir aussi choisir en fonction de la consommation. Par exemple, si vous avez un navigateur où en ayant 3 onglets, c'est-à-dire 3 onglets ici de site ouvert, votre navigateur prend 1 giga de votre mémoire, de la mémoire de votre ordinateur. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça un petit peu trop. Si chez la concurrence, ils peuvent trouver un navigateur qui en consomme 3 fois moins. Donc tout ça, évidemment, se fera en fonction des choix de chacun. Moi, je suis là pour vous montrer comment utiliser Edge Chromium. Bien sûr, par la suite, vous n'êtes pas forcément obligé de rester là-dessus. Vous pourrez tester tout un tas de navigateurs. Et comme n'importe quelle chose que je peux dire, généralement sur les logiciels, etc., testez plusieurs choses et ensuite adoptez, choisissez ce qui vous convient le mieux à vous et n'ayez pas peur non plus des fois de changer. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez utilisé le même navigateur pendant 10 ans, n'ayez pas peur de temps en temps de tester un petit peu ce qui se fait à côté, parce que vous pourriez des fois être surpris, vous dire finalement oui, certes j'ai peut-être utilisé ça pendant 10 ans, mais aujourd'hui ce serait pas mal de changer, parce que j'ai peut-être trouvé quelque chose de mieux pour moi à ce moment-là. D'accord ? Ne soyez pas forcément figé en vous disant là j'ai choisi tel navigateur, je changerai jamais pendant 50 ans. En informatique, tout évolue très très vite d'une version à l'autre, tout peut pencher complètement en faveur ou la défaveur de l'un ou de l'autre, d'accord? Donc on peut avoir un navigateur qui est estimé ou jugé comme étant le meilleur et demain peut devenir complètement l'inverse ou l'opposé puisque une mauvaise mise à jour, etc. Donc n'hésitez pas à souvent tester, à ne pas forcément rester toujours sur les mêmes outils, de ne pas avoir peur, à tester de nouvelles choses et éventuellement les adopter.
Bien, passons à cette deuxième partie maintenant que cette grande parenthèse est faite. On va regarder comment personnaliser ça, parce que vous voyez que par défaut il ouvre plein de choses et moi personnellement, bon, je fais partie des gens qui ne veulent pas. Voilà, moi je veux un navigateur assez sobre, assez light, donc un navigateur qui m'affiche toutes les nouvelles, la météo, etc., ce que j'ai mangé le midi, ça m'intéresse pas. Donc on va configurer un petit peu Edge Chromium et vous allez retrouver pas mal de choses comme ça similaires. Alors déjà, parce que j'en ai pas parlé, ça peut être bien quand même de le dire, chaque site que vous allez ouvrir, même si bon ça me semblait logique, mais bon on peut le dire rapidement, va être disponible dans un onglet. C'est-à-dire que vous voyez ici j'ai un site et j'ai un onglet ici, donc je vais pouvoir comme ça charger un autre site. L'avantage aussi c'est que vous pouvez, vous voyez ils s'appartiennent à une même fenêtre, vous pouvez les séparer en deux fenêtres. Je peux très bien par exemple, je sais pas si vous avez 2 écrans, 3 écrans d'ordinateur, vous dire bah cet onglet là, par exemple je l'affiche sur un écran, et celui-là bah en fait vous maintenez avec le clic gauche de la souris, vous le déplacez comme ça, et vous obtenez une nouvelle fenêtre ensuite si vous le mettez genre sur un deuxième écran, un troisième, etc. Donc ça permet comme ça de séparer votre navigateur sur plusieurs écrans en fonction des onglets que vous avez. Ok. Donc ça c'est une petite chose que vous pouvez faire si vous avez plusieurs écrans et vous ne voulez pas forcément avoir tous sur la même fenêtre, bien évidemment. On va passer maintenant, encore une fois pour les plus curieux ou ceux qui veulent un peu configurer, sur des choses un peu plus techniques, c'est-à-dire comment faire un petit peu l'usage de son navigateur et le configurer un minimum. Encore une fois, vous pouvez vous arrêter là pour les gens qui voulaient juste savoir comment naviguer sur Internet et avoir quelques informations sur le web, les services, etc. Pour les autres, on va passer à la suite. Ici, pour la configuration, ça va être très simple. On va aller sur les 3 petits points là. On va aller dans paramètres. Alors, avant d'aller dans les paramètres, on va regarder un petit peu ce qu'il y a ici rapidement. Généralement, pour un navigateur web, on va retrouver certaines fonctionnalités assez similaires. C'est-à-dire dans le sens où il y a quand même très peu de chances que vous tombiez sur un navigateur Internet assez reconnu, assez réputé, qui n'est pas une de ces fonctionnalités-là. On a vu qu'on pouvait faire de la navigation, on a vu que les moteurs de recherche étaient généralement intégrés par défaut dans la barre d'adresse. Ça, vous allez retrouver dans quasiment tous les navigateurs de maintenant. Firefox, Opera, Vivaldi, Brave, Chrome, etc., etc. Safari. Et on va avoir un autre outil qui est quand même bien pratique, qui est l'outil de favori. Alors ça peut s'appeler favori, ça peut s'appeler autre chose selon le navigateur, peu importe. Ça va permettre tout simplement de garder, d'accord, d'avoir une sauvegarde des sites que vous consultez régulièrement et que vous aimez bien. Donc là par exemple, si je vais dans favoris, gérer les favoris, ça peut être pas mal de voir un peu tout ça. Vous allez pouvoir directement gérer ces derniers. Alors comment vous pouvez vous en servir si vraiment vous n'avez aucune idée de comment vous en servir? Moi je vous donne un petit conseil. Tout ce qui est page temporaire, par exemple, vous allez consulter un article, n'importe quoi, quelque chose que vous n'allez pas garder, mais juste que vous voulez mettre de côté pour le lire plus tard, pour pouvoir le consulter plus tard. Vous pouvez par exemple le mettre dans autres favoris. Voilà, vous mettez cette page-là. Je sais pas, tout à l'heure, j'avais ma page sur les pandas. Alimentation, panda. Par exemple, j'ai pas le temps de le lire tout de suite. Admettons, hop, voilà, je suis sur panda.fr, on peut pas faire plus officiel. Ok, voilà, j'ai pas le temps de lire ça plus tard, bah, je fais juste ça. Ici, vous avez une petite étoile. Alors, bien sûr, ce que je vous montre là peut varier d'un navigateur à l'autre au niveau de l'interface. Ça dépend de chaque navigateur. Mais il y en a, vous pouvez faire un clic droit, ajouter aux favoris, comme là. Je suppose qu'on l'a peut-être d'ailleurs ici, ajouter aux favoris. Non, ils ne le mettent pas, enfin, peu importe. Donc, on fait ça. Voilà. Et ici, je mets autres favoris. Hop, terminé. On peut même changer le titre, peu importe. Et voilà. Comme ça, je sais que là, je mets par exemple les sites à consulter plus tard. Et ça, c'est des pages temporaires que je ne garderai pas à la longue. Par contre, dans ma barre de favoris, ça peut être par exemple des sites web que je veux garder, comme un répertoire. Et ce répertoire, vous pouvez l'organiser par catégorie. Pour faire des catégories, vous voyez que vous pouvez ajouter des dossiers. Par exemple, si vous avez pas mal de sites, je sais pas, vous êtes un gamer, vous avez pas mal de sites sur le gaming, sur le jeu vidéo, vous faites un dossier gaming, et ensuite, une fois dedans, hop, double-clic, je fais ajouter un favori, et puis là, si vous avez un site que vous connaissez, par exemple, ça peut être jeuxvideo.com, d'accord, vous mettez ça, ici, vous mettez l'URL. Et si vous ne voulez pas tout faire manuellement, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous allez sur le site en question, par exemple, voilà ici, je clique sur la petite étoile, je vais donc dans la bonne catégorie, donc s'il faut, je clique sur choisir un autre dossier pour avoir la liste complète. Là, vous cliquez ici, là, vous vérifiez l'adresse que vous avez, là, vous remplacez le nom par quelque chose de peut-être de plus court et plus explicite, et voilà, enregistré. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut, plutôt pas mal. Voilà, comme ça vous avez vos favoris. Donc ça c'est vraiment un répertoire. Si vous avez peur d'oublier certains sites web, que vous voulez les garder comme ça en mémoire pour les savoir, ça peut être pas mal de garder un petit peu tout ça. Vous mettez ce que vous voulez conserver dans la barre de favoris par exemple, et quand vous avez quelque chose pour les favoris divers ou autres favoris ou peu importe, vous mettez vos pages temporaires. Comme ça une fois ça par exemple que j'ai fini de le consulter, hop je peux l'enlever de mes autres favoris. Comme ça je sais que j'ai terminé avec ça. C'est un petit peu le répertoire temporaire des favoris, des choses à consulter pour plus tard. Voilà, très important,
Donc c'est pas mal à utiliser. Ce qui est intéressant aussi pour tout ce qui est ce système de favoris, c'est que vous allez pouvoir les transférer d'un navigateur à l'autre. Si demain je veux passer par exemple sur Firefox, eh bien j'ai généralement une option, ici c'est là en l'occurrence, où vous pouvez tout simplement exporter les favoris. Donc ça va vous faire une page HTML ou une page d'un autre format, mais peu importe. Donc voilà, vous mettez par exemple, hop, il m'a mis 2 fois .html, je sais pas pourquoi. Bref, c'est qu'une seule fois. Voilà, vous allez avoir un fichier et ensuite sur nouveau navigateur, vous aurez une option pour importer les favoris, importer voilà, les onglets ou n'importe quoi, et vous pourrez importer ce fichier et ça va automatiquement tout vous réorganiser dans votre nouveau navigateur. Donc très pratique. Et généralement encore mieux, quand vous installez un nouveau navigateur, des fois au premier lancement, il vous propose directement d'importer vos favoris d'un autre navigateur. Donc il vous propose même l'option à faire automatiquement pour que vous n'ayez même pas à le faire manuellement. Mais ça peut être pas mal de le garder. Et ça, pareil, petite information très importante, parce que vous savez qu'il est important en informatique de sauvegarder ces données régulièrement, de faire des sauvegardes, des backups, parce qu'on ne sait jamais, un disque dur qui tombe en panne, un incendie ou n'importe quoi. C'est important de toujours faire des sauvegardes. L'avantage de ça, au niveau du fichier, c'est que vous pouvez comme ça sauvegarder, d'accord, avoir un backup de vos favoris. Comme ça, si un jour vous devez formater votre ordinateur, que vous perdez, ou je sais pas moi, votre disque dur tombe en panne ou n'importe quoi, eh bien vous avez sauvegardé vos favoris et vous pourrez très facilement les restaurer sur votre nouvelle installation. Parce que si vous attendez de faire un transfert automatique, si votre disque tombe en panne, il n'y aura pas de transfert automatique. Dommage. Donc c'est pas mal quand même de garder des fois une copie comme ça de ses favoris de temps en temps. Je sais pas, vous faites une sauvegarde mensuelle tous les mois et ça va très bien. Voilà, pour les favoris, je pense que c'était important d'en parler. Et vous voyez la petite barre de favoris, donc ça dépend après de vos options. Par exemple, si je fais un clic droit, je peux l'afficher, la masquer, etc. Vous pouvez comme ça gérer. Voilà, vous pouvez choisir un petit peu, et notamment de là, hop, en cliquant sur les dossiers, on a accès directement à tous nos favoris par catégorie. Donc ça fait des petits raccourcis, c'est plutôt pratique. Ok, on y va pour les paramètres. Je vais aller assez vite, parce que je vais montrer ce qui me semble le plus essentiel au niveau du paramétrage, et ce qui va surtout être assez présent sur les autres navigateurs, d'accord, que vous allez retrouver. Alors pour certains, vous avez une gestion de profil. Ici, comme c'est de la connexion, je pense qu'on va passer directement par Microsoft. Si vous êtes sur Google Chrome, vous allez pouvoir vous connecter à un compte Google, tout simplement, pour pouvoir synchroniser vos données. Donc ça peut être, vous voyez, les mots de passe, les favoris, les informations de paiement, etc. Alors ça, après, c'est chacun voit comme il veut. Il y en a pour qui ça ne dérange pas, d'autres ne veulent pas forcément balancer leurs informations personnelles sur un profil en ligne. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un profil connecté et vous pouvez tout simplement le personnaliser un minimum. Par exemple, vous choisissez une petite icône, voilà. Hop, un ballon de foot pour les fans de foot. The PSG footeux. Et puis voilà, ça fera plaisir aux joueurs du PSG. Ok, mettre à jour, incroyable, magnifique, super, super. Donc là, c'est pas un compte connecté, il n'y a aucune synchronisation de fait parce que j'en veux pas. Mais au moins, j'ai un petit logo sympa, un petit nom sympa et ça passe. Très bien. On passe directement, donc vous voyez, vous avez un onglet sur la gauche, on va regarder ça rapidement. Ici, je ne vais pas vous faire un listing, tout ça, vous voyez bien ce qui est marqué, il suffit de lire pour voir un petit peu, pour choisir le mode que vous voulez de suivi, d'autant que sur d'autres navigateurs, ça peut changer. Vous ne l'aurez pas forcément sur tous, donc à vous de voir un petit peu ce que vous voulez. Par rapport à ça, je vais passer assez vite. Là, c'est pour tout ce qui est données, navigation. Est-ce que vous voulez que les données de navigation, c'est-à-dire données de formulaire, l'historique, les mots de passe, les cookies, etc., soient conservées sur votre navigateur quand vous quittez ou pas? Vous pouvez par exemple dire qu'à chaque fois que vous quittez le navigateur, donc ce qui est ici notamment, ça efface certaines informations. C'est à vous de voir en fonction de où vous servez de votre navigateur. Donc tout ça, je passe très vite. Ça, après, les réglages confidentialité, c'est à vous de voir ce que vous voulez accepter ou non. Je n'ai pas de conseils à donner par rapport à ça. Si vous voulez donner vos infos, vous les donnez. Si vous ne les voulez pas, vous désactivez les bonnes options. Encore une fois, il suffit de lire ce qui est marqué et vous réglez au cas par cas. Au niveau de l'apparence, on a rapidement vu un petit peu ce qu'il y avait. On a réglé notamment le thème ici en sombre. Ça, c'est pour changer d'autres choses, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, les collections, j'en parle pas parce que c'est vraiment propre à Edge. C'est notamment justement pour garder des choses à consulter plus tard. C'est ce qu'ils mettent ici, eux. C'est par exemple un petit peu ce que je vous ai montré à faire avec les autres favoris. Eux, ils ont ce système-là. Mais ce système n'existe pas forcément sur d'autres navigateurs. Donc, voilà, ça c'est vraiment que si vous êtes sur Edge Chromium. Mais si demain vous passez sur Firefox, vous n'aurez pas de système de collection comme ici. Donc, j'évite de vous en parler. Vous verrez si vous en avez besoin par la suite. Au démarrage, ça c'est important, c'est de choisir le comportement de votre navigateur au moment où vous le lancez. On peut ouvrir un nouvel onglet, et moi ce que je vous conseille, plutôt, après vous verrez, vous ferez ce que vous voulez, c'est de choisir reprendre là où vous êtes arrêté, pas là où vous en étiez, mais là où vous êtes arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si j'étais sur une page web, n'importe quoi, hop, je vais aller ici, tac, 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 alors les collections, on peut les enlever, voilà. Alors que ce soit manuellement, c'est-à-dire par exemple vous avez fini votre journée, vous voulez éteindre votre PC, je quitte mon navigateur avec la croix, ou simplement vous avez un plantage de votre logiciel, ça peut arriver une coupure de courant,
Et bien l'avantage c'est qu'en relançant votre navigateur, vous reviendrez là où vous en étiez. Et ça c'est quand même très pratique, surtout quand on a l'habitude d'avoir 15 000 onglets ouverts, et ça je pense que beaucoup dans les commentaires se reconnaîtront, avoir toujours 15 000 onglets sur les navigateurs et jamais un ou deux, hein, comme c'est le cas ici. Donc à voir, ça peut être pas mal. Des fois quand il y a un plantage d'ailleurs, vous pouvez aller ici, vous allez dans historique, et là il vous affiche fermé récemment, et vous avez une option pour pouvoir réouvrir, vous voyez comme ici. Voilà les navigateurs qui étaient ouverts, les onglets pardon, qui étaient ouverts précédemment. Ça arrive notamment quand il y a un plantage, vous avez fermé votre navigateur sans le vouloir, et quand vous le rouvrez, pas de bol, il n'y a plus aucun onglet d'affiché. Et bien vous faites ça, hop, historique, vous cliquez généralement sur un truc, c'est marqué X, donc le numéro d'onglet, et ça vous rouvre tous les onglets qu'il y avait avant le plantage, avant la fermeture non prévue de votre navigateur. Voilà, des petites options à savoir qui sont mine de rien pas mal pratiques. Ok, nouvel onglet, bon ça dépend du navigateur, mais ici en gros vous pouvez personnaliser voilà, sur Chromium. Alors comment on va le faire sur Edge Chromium, je vais vous montrer comment alléger un petit peu ce dernier, parce que c'est vrai que par défaut il est très lourd. Il y a 15 000 trucs, d'ailleurs pourquoi il m'ouvre ça, j'en veux pas. Parce que là on a tout, on a les news, hein, là on a franchement toute l'information. On va aller sur la roue ici, ça doit être la même chose. Voilà, on peut choisir, personnaliser, moi je vais mettre minimaliste. Minimaliste, vous allez voir, voilà, c'est juste ça. Et à la rigueur ça c'est même de trop, hein, les sites visités comme ça, moi j'en veux pas. Donc je vais... Alors les conseils on va l'enlever, et on peut pas afficher les liens rapides, voilà, il faut aller même sur personnaliser si on va voir le truc le plus minimaliste possible. Voilà, comme ça là on a vraiment le truc le plus light. Ah non, pas tout à fait, on a encore des... décidément. Contenu visible, désactivé, voilà, c'est mieux. Donc je vous remontre, d'accord, vous choisissez personnaliser. Ici vous désactivez les liens rapides, c'est pour montrer en fait dès que vous allez sur un site, il vous les raffiche là. Et ici niveau contenu vous le désactivez. Ce qui fait que vous avez finalement plus que le champ de recherche est terminé. Vous avez ça si vous voulez accéder. Alors ça ne marche pas voilà pour les différentes applications. On peut retrouver ça sur Chrome d'ailleurs, hein, sauf qu'avec on a les applications Google sur Chrome. Ici ce sont les applications de Microsoft. Et voilà, comme ça vous avez un truc minimaliste qui fait que lorsque je vais ouvrir mon navigateur, alors je ferme tout, hop. Et bien au lieu d'avoir la grosse page de news hein, qui peut peut-être ralentir d'ailleurs un petit peu le démarrage, là vous voyez, hop, on a quelque chose de très soft, très light, et personnellement c'est ce que je préfère. Après bien sûr vous verrez en fonction de vos goûts personnels. On va aller dans paramètres et après on finira bien sûr cette vidéo sur les extensions. Donc ça concerne pas forcément que les gens qui veulent des choses un peu plus techniques, ça peut même concerner les gens qui veulent juste se familiariser avec leur navigateur. Mais comme ça fait installer des choses, on terminera avec ça pour finir cette séance. Hop. On en était ici, nouvel onglet, on a vu tout ça, l'autorisation des sites, ça c'est au niveau de ce que vous voulez autoriser ou non, d'accord, c'est-à-dire l'accès à votre webcam, votre microphone, généralement c'est plutôt bien configuré par défaut. Après si vous voulez absolument bloquer des choses, voilà, par exemple de dire je veux jamais de notification concernant mon navigateur, je veux jamais qu'il serve de flash, jamais qu'il serve de l'accès aux images, l'emplacement, etc. Voilà, vous voyez par défaut c'est généralement mis sur demander d'abord. Si par exemple moi je dis mon emplacement jamais je veux qu'on s'en serve, eh bien je peux directement le bloquer. Terminé. On peut également autoriser certains sites comme exception ou bloquer certains sites, etc. Bref, vous connaissez liste blanche, liste noire, liste autorisée, liste d'exclusion, etc., etc. Ça vous réglez pareil en fonction de vos préférences, il n'y a pas de conseil à vous donner, c'est vous qui voyez. Navigateur par défaut, c'est pour vérifier que c'est celui-là qui est utilisé par défaut, comme c'est le seul qu'on a, il sera forcément par défaut. Téléchargement très rapidement, par défaut ça se met, maintenant vous savez, parce qu'on a vu un petit peu comment ça fonctionnait un petit peu les médias, la gestion de fichiers. Quand vous allez dans votre explorateur de fichiers, rappelez-vous de ce dossier de la bibliothèque téléchargement, et bien en fait vous pouvez choisir de changer, parce que par défaut l'emplacement est celui-là. Alors même sur d'autres navigateurs, c'est le dossier qui est choisi par défaut pour vos téléchargements. Sinon vous pouvez choisir un autre dossier, ou alors de dire à chaque fois que vous voulez enregistrer un fichier, une image, un logiciel, n'importe quoi, une vidéo, et bien de choisir à chaque fois l'emplacement. Voilà. Donc moi généralement je fais ça, après bien sûr c'est dans mon utilisation personnelle, mais vous faites comme vous voulez. Le contrôle parental, tout dépend si vous voulez un contrôle parental, même si personnellement je suis plus d'avis de sensibiliser ses enfants, leur expliquer les choses, plutôt que de faire confiance à un système de contrôle parental où au final on leur explique rien, on leur bloque juste les choses. Après à vous de voir, mais pareil, j'ai pas grand chose à dire, puisque de toute façon tout est facilement accessible, il suffit de lire, vous aurez moyen de bloquer certains sites, bloquer certains domaines, voilà, des sites pour lesquels vous voulez que vos enfants ne soient pas en fait, n'aient pas accès. Et il y a peut-être même moyen de régler des fois les durées sur certains systèmes de contrôle. À vous de voir, voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Les langues, on passe très vite, ça c'est pour tout ce qui est correction orthographique, on peut passer là-dessus. Les imprimantes, on peut passer aussi, parce que ça dépend, c'est pas directement propre au navigateur. Ici, alors ça,
petite information, système, et ça vous allez le retrouver sur d'autres navigateurs. S'il y a des moments où vous avez des problèmes, hein, que ce soit des problèmes par exemple avec le son, avec l'affichage, notamment quand vous regardez des vidéos en streaming, ce genre de choses, des fois vous pouvez vérifier, d'accord, si vous ne résolvez pas le problème avec la désactivation de l'accélération matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que votre navigateur, pour son rendu, va utiliser votre carte graphique. Si vous la désactivez, il utilisera le processeur. Donc des fois, avec certains problèmes qu'on peut avoir, le fait de désactiver l'accélération de ce navigateur peut corriger des problèmes du navigateur. Au moins le temps que celui-ci soit mis à jour, parce que des fois il peut y avoir des bugs, et certaines mises à jour viennent corriger certains bugs. Donc le fait de désactiver l'accélération peut en corriger certains. Donc ça c'est à savoir, hein, savoir que cette petite option des fois à désactiver quand vous avez certains problèmes. Généralement il n'y a pas besoin, mais voilà, vous savez que c'est une chose à vérifier de temps en temps. Ça, bon, c'est le rétablissement des paramètres. Ça, c'est pour le téléphone, c'est très particulier, j'en parlerai pas là. Et ça, tout bête, quand vous allez dans à propos de Microsoft Edge, il fait une vérification de la mise à jour, enfin de la version. Et s'il y a une mise à jour disponible, vous pourrez la télécharger depuis là. Alors, on peut automatiser certaines choses, mais c'est bien de temps en temps de vérifier manuellement qu'une mise à jour est disponible. C'est quand même intéressant d'avoir son navigateur le plus à jour possible. Pour le coup, vous n'avez pas besoin d'attendre 2 mois, 3 mois avant de mettre à jour votre navigateur Internet. D'accord ? Vous pouvez vérifier toutes les semaines, par exemple. Vous allez sur cette page, vous vérifiez qu'il y a une mise à jour disponible. Si c'est le cas, vous la faites installer. Comme ça, vous avez un navigateur qui est toujours à jour avec les derniers correctifs et avec les dernières fonctionnalités à ce niveau-là. Donc ce navigateur, pour le coup, sera très à jour. Il est assez réputé. Après, bon, je vous dis ça au moment où je fais cette vidéo. Ça peut changer dans un mois, dans un an. Encore une fois, les navigateurs évoluent tous très vite. Mais Edge Chromium, en tout cas, est réputé pour être un navigateur qui est très économe. D'accord ? Il consomme beaucoup moins de mémoire, par exemple, qu'un Google Chrome, tout en ayant le même moteur que celui-ci. Donc ça peut être intéressant si vous aimez Google Chrome mais que vous avez l'impression qu'il bouffe un peu trop sur votre système, que vous n'avez pas un gros ordinateur, n'hésitez pas à vous servir de ce dernier. D'autant que, même si nous sommes sur un core Windows, ce navigateur est multiplateforme. Vous pouvez l'utiliser sur macOS et sur GNU Linux. Donc pas d'excuses, ce n'est pas que du Windows maintenant, c'est un navigateur multiplateforme. Donc vous pouvez vous en servir un peu partout. Ok, on a passé tout ça et on va terminer. Donc cette vidéo est un peu longue, mais il y avait en même temps pas mal de choses à aborder, donc c'était nécessaire. Les extensions, que ferions-nous sans les extensions? Non, bon après, les extensions c'est comme tout, vous savez, ça va permettre en réalité d'ajouter des fonctionnalités, d'accord, des outils à votre navigateur, et après bien sûr, tout dépendra des gens. Il y a des gens qui auront tout ce qu'il faut avec le navigateur par défaut, et il y a des gens qui à chaque fois ont 15 millions d'extensions installées. Bien sûr, rappel très important, plus vous installez d'extensions, plus vous allez alourdir votre navigateur, plus vous allez perdre forcément en performance, en rapidité, etc. Donc, installez vraiment des choses qui vous sont utiles, et quand vous voyez qu'il y a certaines extensions que vous n'utilisez plus ou pas beaucoup, n'hésitez pas à les activer au minimum, voire les désinstaller quand vous ne vous en servez plus. Qu'est-ce qu'on peut indiquer donc comme extension? Vous voyez, je suis allé ici directement dans extension. Vous avez pas mal de choses, vous avez des bloqueurs de pub, si vous avez certains sites sur lesquels vous voulez ne pas afficher de pub. J'en profite pour faire un petit rappel, si vous bloquez les pubs sur YouTube, je ne suis plus rémunéré pour mon travail et donc je ne pourrai plus vivre de mon travail. Donc évidemment ce sera très apprécié que vous ne bloquiez pas les pubs sur YouTube, au moins sur YouTube. Voilà, au moins sur YouTube c'est quand même l'exception à faire. Après voilà, ça peut être intéressant en certains cas, si vous trouvez qu'un site est trop intrusif ou se fout un petit peu de votre tête. Vous pouvez bien sûr gérer au cas par cas, de dire voilà je bloque toutes les pubs de tous les sites par défaut. Et après sur certains sites, on choisit par exemple de ne pas bloquer sur un site en particulier. Alors comme c'est quand même important les bloqueurs, on va en citer un qui est quand même très intéressant, qui est uBlock Origin. Alors je ne sais pas s'il va l'afficher ici, ce qui va faire une recherche directement. On va passer par là. Comme le navigateur est basé sur Chromium, vous pouvez même utiliser des modules par exemple de Chrome. C'est-à-dire que les extensions Chrome sont évidemment compatibles avec celui-là. Alors là vous êtes sur la page de Microsoft pour ces modules, mais s'il y en a qui manquent, vous pouvez passer par le Chrome Web Store, ça fonctionnera aussi. Parce que c'est basé sur Chromium, donc le même moteur, le même outil derrière. Donc vous pouvez avoir une compatibilité au niveau des extensions. Donc uBlock Origin parce que c'est actuellement ce qui se fait de mieux, d'accord. Il y avait certains bloqueurs à l'époque qui n'étaient pas très top, on va dire, question comment dire, vie privée, question tout ça, c'est-à-dire qu'il avait tendance à revendre des données pour se financer. Donc c'est pas forcément très honnête quand on veut faire des choses à la base qui sont censées être honnêtes. Donc uBlock Origin a l'air d'être pas mal à ce niveau-là. Vous faites ça, vous faites ajouter une extension pour autoriser tout simplement l'installation. On va le montrer parce que ça c'est quand même une extension à avoir qui va vachement vous accélérer. Alors outre le fait de se dire on n'a plus de pub, parce qu'après il y a des gens qui peuvent se dire bon la pub voilà elle est jamais là pour rien, elle permet de financer certaines choses. Si la publicité n'existait pas, il y a énormément de choses aujourd'hui qu'on payerait tout simplement, qui seraient payantes. Donc des fois ça veut mieux vaut avoir de la publicité et de rien payer, plutôt que d'avoir aucune pub et de devoir tout payer dès qu'on veut aller sur quelque chose.
Croyez-moi, si la pub n'existait pas, on paierait très cher notre abonnement internet, et à la moindre chose que vous voudriez faire, et on vous demanderait de payer en quoi. Donc on va là-dessus, et puis bon, on va faire l'exemple, on va faire ça proprement. Vous voyez, vous êtes sur youtube.com, donc là il n'y a plus de pub, par défaut, plus de pub sur internet, terminé. Donc ça va évidemment accélérer le chargement de vos pages internet. Alors moi je suis sur une machine virtualisée, donc c'est un peu plus lent, d'accord, ne vous basez pas sur les temps de chargement que j'ai ici. J'ai 15 000 trucs qui tournent sur mon ordinateur, mon enregistrement, donc évidemment, si vous avez un bon PC aussi comme le mien et que vous êtes sur une utilisation normale, vous aurez quelque chose de très rapide. Et là, comment passer en liste blanche un site, donc afficher ses pubs sur ce site, vous avez votre petite icône ici du bloc, vous cliquez dessus, tout simplement. Vous voyez là c'est marqué le domaine en question, vous cliquez là, rechargez, et voilà. Et maintenant, les pubs seront affichées, continueront d'être affichées sur YouTube, et ça permettra de rémunérer les gens qui font des vidéos. Vous voyez, hop, on voit directement la pub s'afficher. Voilà, pour autant, tous les autres sites n'ont plus de pub. Donc si vous avez d'ailleurs des sites qui sont assez gourmands, je sais pas, bon après j'ai pas forcément d'exemple, enfin bref, vous chercherez sur les sites que vous voulez, et vous verrez un peu la différence avec et sans bloqueur, et vous verrez la différence de chargement, les temps de chargement que ça va vous faire gagner. Évidemment, les sites seront beaucoup plus rapides sans. Mais, petite parenthèse au passage, si vous avez des gens que vous voulez soutenir, pas spécialement que moi, mais s'il y a des gens que vous voulez soutenir, des organismes, vous voulez soutenir des sites web en particulier, n'hésitez pas bien sûr à afficher les pubs sur ces sites en question pour les aider justement à se financer. Parce qu'encore une fois, la pub, personne n'aime ça, mais si elle existe, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour faire joli et embêter les gens, c'est parce qu'elle a une utilité derrière, qu'elle permet de faire rentrer un peu d'argent, et voilà, dans certains cas, on a un peu que ça. Donc, dans mon cas, par exemple, sur YouTube, de toute façon, j'ai que ça. C'est ce qui rémunère sur YouTube, c'est la publicité. Il n'y a pas de secret. Ok, donc ça, on passe. Très bien. Après, vous avez plein d'autres extensions. Est-ce que je peux en recommander quelques-unes? J'utilise vraiment pas beaucoup d'extensions, moi, personnellement. Vraiment pas beaucoup. S'il y en a peut-être une, mais je ne sais pas si elle était disponible là-dessus. Après, au pire, elle est sur Chrome, donc sinon, on l'installera depuis le Web Store. Pour ceux qui n'aiment pas lire, vous savez, quand vous n'aimez pas lire justement les contrats d'utilisation d'un site ou autre, par exemple, vous allez créer un compte sur Facebook, mais vous n'avez pas envie de lire toutes les pages d'utilisation de Facebook pour savoir si on récupère vos données, si on vous espionne, etc. Vous avez normalement une extension qui s'appelle Didn't Use, ou Term Use, je ne sais plus le nom exactement. Par contre, si je ne sais pas écrire en anglais, ça va poser problème. Est-ce qu'elle est ici? Non, elle n'est pas chez eux. Alors on va aller, vous voyez ici, je fais Chrome Web Store. On va aller sur le store de la concurrence, désolé Microsoft. Je crois que c'est ça, Didn't Use, je sais plus le nom exactement, mais normalement, en tapant Didn't Use, on doit tomber dessus. De toute façon, je vais vite reconnaître. Alors c'est pas le bon nom. Attendez, on va faire une recherche. Ah oui, ça me fait penser qu'il faudra que je vous montre comment régler le moteur de recherche utilisé par défaut. Je sais plus le nom, oui, ça c'est le problème. Didn't read, pardon, oui, en plus, oui, ça va. Didn't use, ça veut rien dire comme ça, mais bref, c'est pas grave, désolé. Donc c'est didn't read, voilà, c'est celle-là. Vous voyez, vous reconnaissez ces petites barres de couleurs. Donc ça, on va l'activer. Ça peut être pas mal pratique, qui fait que quand vous allez sur un site, alors il y a certains sites, vous savez comment fonctionnent un peu les sites, mais d'autres non, et bien il va vous indiquer un petit peu tout simplement si le site peut être de confiance, que le site peut faire comme activité, on va dire, tout à fait saine, ou activité plutôt malsaine, d'accord? Par exemple sur Facebook, parce que Facebook est ce qu'il est, quoi qu'on en dise, et bien vous pouvez par exemple, en étant sur Facebook, vérifier un petit peu ce que fait Facebook. Alors je pense qu'il faut aller sur des pages en particulier, voilà, ça vous met en fait un système de classe, et en fonction de ce que le site fait ou ne fait pas, et bien ça va classer les sites, voilà, en termes de confiance, en termes d'usage, etc. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que Facebook peut faire. Est-ce qu'on peut facilement supprimer son compte? Qu'est-ce qui est collecté? S'il y a des choses collectées, comment, où, etc. Bref, si vous n'avez pas envie en fait de lire toutes les CGV, tout ce qui est propre à la confidentialité, etc. sur chaque site, et bien cette extension, en fait, ce sont des gens derrière qui ont épluché un petit peu toutes les conditions, les contrats, etc. Et puis qui ont relevé un petit peu tous les passages importants pour faire un petit résumé. L'avantage, c'est que vous avez beaucoup moins de choses à lire et ça vous résume en gros ce qui est bon à savoir. Et surtout, c'est maintenu à jour, évidemment, par pas mal de gens qui travaillent énormément derrière tout ça. Voilà, petite extension, je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissez pas. Et là, vous voyez, il se met en rouge pour dire classe E, Facebook pas bon. Donc Facebook, si vous tenez à votre vie privée, un minimum en tout cas, évidemment, ce n'est pas le site qu'on conseillerait. Mais ça, je pense que tout le monde le sait déjà en 2020, pas de problème. Voilà. Après, comme autre extension, honnêtement, j'ai pas grand chose à. Moi, j'utilise tellement peu d'extensions, je me sers vraiment que de l'essentiel. J'aime pas avoir 15 000 trucs qui me serviraient pas, donc c'est ça qu'après, j'ai pas grand chose. J'ai une extension pour Twitch, mais du coup, ça vous concerne pas.
C'est un cas très très spécifique. Donc enfin, honnêtement, après, à vous de voir. Voilà, à vous de voir un peu ce qui se fait. Il y a des extensions des fois pour genre exporter une page web en PDF quand on veut la lire pour plus tard. Enfin, je donne des exemples comme ça au pif, hein, mais il y a des extensions pour par exemple faire des captures d'écran, pour récupérer la couleur sur une page. Par exemple, bah, vous êtes développeur web, vous dites tiens, le bleu là il est sympa, qu'est-ce que c'est comme couleur en hexadécimal? Bah, vous avez des fois une extension pipette, vous cliquez, hop, et ça vous indique la couleur. Voilà, évidemment, on peut trouver pas mal d'extensions différentes. Vous avez également des choses triées par catégorie. Vous avez des jeux, vous avez voilà, pas mal de choses. À vous de voir en fonction de ce que vous faites. En tout cas, vous savez comment gérer vos extensions. Après, c'est-à-dire qu'on était ici, là, vous voyez extension. Voilà, on va dans extension là. Donc c'est Edge, hein, etc. Vous pouvez comme ça les retrouver. Vous avez votre page là. Vous pouvez bien sûr les désactiver. Hein. Si je fais ça, je la désactive juste. Et comme c'est indiqué dessus, si vous voulez les supprimer, vous pouvez tout faire directement là. Donc très simple, et ça, bah, peu importe les sites, hein, d'à partir du moment où vous avez un système d'extension, etc., ou de, comment ça s'appelle pas toujours extension, ça porte d'autres noms selon les navigateurs, mais vous avez en gros ce système-là. Et l'avantage, encore une fois, bah, le fait d'avoir maintenant des navigateurs basés sur les mêmes moteurs, bah, ça fait qu'une extension, par exemple, qui a été faite pour Google Chrome, bah, fonctionne sur Edge Chromium, fonctionne par exemple sur d'autres navigateurs, genre, peut-être pas Opera, mais genre Vivaldi, tout ça, qui sont mis à jour par exemple sur les mêmes moteurs. Donc ça fait gagner pas mal de temps et on a le même outil finalement pour chacun des navigateurs. C'est bien plus pratique pour l'utilisateur final. Voilà, et on va terminer parce qu'on en est à plus trois quarts d'heure de vidéo. Elle sera vachement longue mine de rien, mais au moins on aura fait le tour. On ne pourra pas dire que je serai passé en surface sur toutes les petites choses, que vous n'aurez pas vu grand chose sur cette séance. Sur le moteur de recherche choisi par défaut. Si vous n'aimez pas les moteurs de recherche comme Google et compagnie, que vous voulez un moteur autre, vous avez vu tout à l'heure j'ai fait une recherche sur DuckDuckGo, d'accord? Et bien l'avantage c'est qu'à partir de là, alors on va aller d'ailleurs sur, normalement si je fais un clic, je vais vérifier des fois en faisant, non il prend pas là, bon, parce que des fois sur certains en faisant un clic dessus il permettait de changer. Parce que tout à l'heure la recherche je l'ai pas vue, alors je sais pas où on a, allez ici, parce que je suis passé très vite dessus. Recherche. Pour moi c'est un confidentialité, recherche et services, que c'est vrai que ce sont les navigateurs. Alors personnellement ça fait pas très longtemps que je suis sur Edge Chromium, parce que j'ai utilisé au quotidien Chrome justement, et depuis que j'ai réinstallé, depuis que j'ai eu mon SSD et que j'ai réinstallé tout mon Windows, maintenant je suis passé complètement Edge Chromium. Voilà pour vous dire comme quoi, bon, a priori si vous n'êtes pas trop sûr, dites-vous que si je suis passé complètement Edge Chromium, c'est que vous pouvez a priori passer de Chrome à Chromium, à Edge Chromium sans problème. Hein. La transition se fait très très bien. Où est-ce qu'il est? Service. Alors là, à ce moment-là, je lis sans lire en fait. Hein, donc, tac, tac, tac. Améliorer les recherches. Ah voilà, barre d'adresse recherche parce que c'est un sous-menu. Ça c'est un peu mal fichu des fois sur. Oh, j'aurais dû ne pas l'enlever. Donc vous cherchez voilà barre d'adresse et recherche. Vous cliquez là. Ok. Est-ce qu'il me garde l'option? Il me la garde pas, merci. Pourquoi il me la garde pas? Il est casse-pied. Est-ce que du coup il me surligne en jaune là? C'est dégueu. Mais passons, bon pas grave. Voilà, donc ça afficher les suggestions de recherche et de site à l'aide de caractères CI. Donc ça pareil, si vous voulez que ce soit fait automatiquement ou non, vous pouvez les activer ou non. Moi généralement je l'enlève, hein, tout ce qui est suggestion auto, etc. Et là vous pouvez choisir en gros les moteurs de recherche. Donc la moteur de recherche utilisé dans la barre d'adresse, vous voyez par défaut c'est Bing. Et là bon, il en propose par défaut au départ. Et après, en fonction des sites sur lesquels vous allez et qui disposent d'un moteur de recherche, vous voyez qu'il peut vous en proposer deux. Donc ça, s'il me propose DuckDuckGo et YouTube, c'est parce que je suis allé sur ces sites tout à l'heure. De base, il n'y aurait eu que Quant, Yahoo France, Google et Ecosia. Voilà. Donc n'hésitez pas à tester plein de moteurs de recherche aussi. Alors, on fait ça, hop, zone de recherche. Et après, ici, vous pouvez éventuellement genre supprimer ceux que vous n'utilisez absolument pas. Après, il me semble de toute façon que quand il y a des nouvelles mises à jour faites du navigateur, il rajoute par exemple les moteurs qu'il met par défaut. Voilà, donc ça c'est le truc un petit peu casse-pied. C'est quand vous configurez certains outils, des fois avec les mises à jour, ça remet des options par défaut, ou ça rajoute des fonctionnalités que vous avez supprimées. Donc bon, à voir. Voilà, comme ça maintenant, en tapant la recherche de Panda, ça le fera plus sur Bing, ça va le faire sur DuckDuckGo par exemple. Voilà, ça vous pouvez changer de moteur de recherche par défaut, que ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à voir un petit peu tout ça. Et je pense que nous avons fait largement le tour de ce qui est la navigation sur Internet, la personnalisation de votre navigateur, qu'est-ce qu'Internet, comment configurer un petit peu tout ça. Bref, on a fait un peu le tour, vous savez comment fonctionnent les extensions. Donc évidemment, si une chose n'a pas été abordée, parce que je ne peux pas non plus parler de tout, c'est impossible, dans cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à poser des questions ou à demander un peu d'aide, surtout si encore une fois vous n'êtes pas familier avec l'outil informatique, voilà, c'est pas le cas de tout le monde.
n'hésitez pas. Et pour les gens qui quand même savaient utiliser un navigateur, si vous avez appris quelques petites choses, hein, quelques petites extensions, tout ça, quelques petites astuces au passage, et bien tant mieux, ça a pu profiter un maximum de monde. Moi je vous dis à bientôt pour... Alors attendez, allô, je suis où? Je suis là. Parce que je suis pas sur la bonne scène, voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. La prochaine fois, je ne sais pas exactement ce que l'on verra, mais ça suit un peu grosso modo de toute façon hein, le cours GNU Linux, hein, ce cours Windows, ça suit un petit peu la même chose. On voit à chaque fois. Ah oui, la messagerie électronique, voilà. C'est la prochaine chose que l'on verra. On verra comment consulter ses emails, comment faire un petit peu tout ça, parce que c'est quand même quelque chose de très important que tout le monde fait. Hein. C'est assez rare quand même de ne pas avoir de messagerie électronique. Donc c'est quelque chose à savoir. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ne sont pas trop à l'aise avec ça. Donc n'hésitez pas pour la prochaine séance à suivre et continuer un petit peu de suivre ce cours-là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur formation vidéo. A bientôt tout le monde. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez besoin d'aide bien sûr. Ciao tout le monde.